Ce webinaire, émotions et gestion du stress, des techniques pour soi, nous le jouons avec plusieurs de mes collègues en France également. C'est le volet professionnel de ce webinaire, puisqu'on a aussi un webinaire qu'on joue qui, cette fois-ci, est à destination plutôt du climat de classe. Et les deux, voilà, permettent de travailler autour notamment de la notion de compétences psychosociales. Donc, ce webinaire a pour objectif d'identifier les enjeux des compétences psychosociales et aussi d'intégrer et de mobiliser des techniques de gestion du stress pour que vous puissiez les intégrer à votre quotidien professionnel, mais sans doute aussi les utiliser dans votre vie peut-être personnelle. Donc, nous allons procéder de la manière suivante. D'abord, je vais vous parler de manière assez générale des mécanismes et de leurs enjeux, avec un focus sur les compétences psychosociales, sur les émotions et sur le stress. Je vous présenterai différentes techniques pour gérer son stress. Et en fin de webinaire, je vous inviterai à un temps d'expérimentation de ces différentes techniques où j'essaierai de vous les faire vivre de manière un petit peu guidée. Alors, pour débuter ce temps, on va prendre quelques instants pour travailler sur un outil que vous connaissez peut-être, qui est un outil qu'on appelle Météo intérieur. Alors ici, c'est présenté sous forme de mur d'humeur. Ça permet en fait de dire comment on se sent par rapport à une thématique. Donc, je vous invite, voilà, à partir de ce mur, à choisir le personnage qui correspond le mieux à votre état d'esprit du moment, comment vous vous sentez à cet instant précis. Et puis, vous pouvez nous le partager dans le chat ou en ouvrant votre micro. On n'est pas nombreux. Ça peut se faire aussi de manière orale, si vous le souhaitez. Alors, si moi, je devais choisir un des personnages qui est sur ce mur d'humeur, j'hésite entre plusieurs. Je pense que je serais le petit personnage qui est assis en haut du mur à droite, qui fait un petit signe de la main, parce qu'en fait, cette expérience pour moi avec vous, enseignant au Kenya, c'est une belle expérience pour moi d'échanger avec vous qui êtes dans un autre pays que le mien et sur une thématique qui m'est chère. Donc, si certains souhaitent nous partager leur météo intérieure, c'est un exercice qui est bien à faire en début de formation, en début de cours, en début un temps de travail, parce que ça permet de voir un petit peu où chacun en est. Puis il y a des gens qui viennent dans le temps de travail avec des émotions qui des fois n'ont rien à voir avec ce qu'on va faire, mais qui sont à prendre en compte. Donc, c'est un exercice qu'on peut utiliser, hein, y compris avec des élèves. Il y a différentes formes de météo intérieure, mais c'est vraiment un exercice qui est intéressant à travailler aussi. Bon, oui. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Oui, 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 il n'y a pas de souci. Ok, donc pour moi, je me sens comme plusieurs personnages là, mais plutôt la personne à droite qui est en train de remonter sur le mur. D'accord. Parce que des fois, il y a des choses dans la vie professionnelle, c'est comme ça. On essaye de monter un petit peu, ça glisse, mais on est en train de se pousser. Merci. Que quelqu'un d'autre veut nous partager son humeur. Hmm. Si je peux prendre la parole, moi, c'est Wilfrida. Oui. Moi, je me sens comme l'homme qui est en train de se balancer sur la ligne. Euh, Cet homme-là, C'est ce ça. personnage, ouais, ouais. Qui Euh, est dans les bras là sur le film, c'est ça? oui,
Parce que j'ai beaucoup de choses à régler maintenant dans ma vie professionnelle, même aussi dans ma vie personnelle. Il y en a beaucoup de choses à faire. Une position à tenir un peu en équilibre, voilà. Oui. Merci pour ce partage. Donc, Frida n'est pas seule, je suis juste à côté ou derrière elle, je ne sais pas, mais on est ensemble. Exactement les mêmes sentiments. Vous êtes aussi sur le fil, Caroline? Exactement, oui. Et l'autre peut-être qui me touche un peu, il y a au coin là, celui qui est assis, je crois, oui, vers le bas, qui somnole, oui, celui-là, celui qui somnole là-bas. Celui qui est fatigué? Oui. D'accord. Il y a des moments dans l'année comme ça aussi où on est fatigué. C'est à prendre en compte. On n'est pas capable de, enfin voilà, on n'est pas dans le même quand on n'est pas dans dans le bon état d'esprit ou quand on est fatigué, voilà, on peut pas faire les mêmes tâches. En tout cas, c'est intéressant de prendre ça en compte. Je vais poursuivre si voilà. Le bien-être enseignant, on va s'appuyer sur cette situation pour poser le postulat de départ. Parce que, alors c'est valable pour les enseignants, mais c'est valable aussi pour la plupart des professions. Être bien soi-même, c'est la base. Il est nécessaire de comprendre, comme on vient de le faire avec le mur des humeurs, par exemple, même ceux qui n'ont pas partagé avec nous, si vous avez fait l'exercice, c'est quasiment suffisant. En fait, l'idée, c'est de prendre conscience de là où on en est. Est-ce que, effectivement, on a des émotions qui nous traversent? Réfléchir aussi à ce qu'on a mis en place pour assurer le bien-être ou pour y revenir s'il a été un peu perturbé. Parce que quand on parle de bien-être, on ne peut pas se passer du corps aussi. Et donc, ce que je suis moi en tant que personne, c'est aussi important que ce que j'ai à transmettre. D'où de cette citation, on n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir, on enseigne et on ne peut enseigner que ce que l'on est, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des connaissances et vous les transmettez à vos élèves ou à vos étudiants, mais effectivement, tout ce que vous êtes en tant qu'individu va aussi avoir une place dans la relation que vous allez construire avec les autres. Et en fonction de votre état émotionnel, eh bien, peut-être qu'il y a des jours ou des périodes qui seront plus propices aux enseignements et d'autres moins. Le bien-être enseignant, c'est une priorité aussi parce qu'en tant qu'enseignant, on est confronté, et je dis on est parce que moi-même j'ai été enseignante avant d'être formatrice, on est confronté à différentes situations qui peuvent être émotionnellement difficiles. Quand on est dans une classe, on est aussi soumis aux émotions des autres participants de cet espace, les élèves en l'occurrence. Et puis aussi, on est confronté des fois à des enjeux sociétaux, des challenges sociétaux qui font que, eh bien, on n'est pas dans un état forcément toujours serein. Et puis, en tant qu'enseignant, on a aussi l'obligation d'assurer le bien-être des élèves. Et comme on le disait à l'instant, le bien-être des autres dépend aussi en partie de notre bien-être personnel. L'état émotionnel dans lequel on se trouve va avoir une influence sur l'état émotionnel des élèves, par exemple. L'idée, c'est de se dire que vous n'êtes pas des enseignants infaillibles, vous n'êtes pas là pour être des Wonder Man ou des Wonder Woman de l'enseignement, mais vous êtes des individus qui avez vos propres forces, qui avez vos propres faiblesses aussi, avec votre histoire, vos besoins, et vous n'êtes pas linéaire ni infaillible. Et quand on a accepté qu'on n'était pas infaillible et que aussi notre état émotionnel pouvait fluctuer sans que ça soit forcément grave, eh bien effectivement, on peut être dans un état de bien-être un peu plus, enfin, de manière un peu plus consciente et un peu plus concrète. Comprendre aussi que notre bien-être, il dépend de facteurs internes, les pensées qu'on a sur soi, sur sa capacité à réaliser les choses, mais aussi externes, des paroles extérieures, des événements extérieurs. Mais on a une capacité d'action. Il faut garder en tête que
il faut prendre conscience de ce qu'on est, prendre soin de soi et garder en tête qu'on a une capacité d'action, qu'on a des compétences, des qualités. Et en tant qu'enseignant, c'est pas toujours simple. Parfois, on peut être amené à douter de ses compétences ou de sa capacité à transmettre les choses. Mais voilà, se dire que c'est normal d'avoir des fluctuations aussi dans les émotions. Alors, c'est notre moment où je vais vous demander de participer pour qu'on puisse travailler un peu ensemble. Je vous propose qu'on réalise tous ensemble un nuage de mots pour un peu dire ce que représente pour vous le bonheur. Pas le bonheur, mais le bien-être. Ben, vous voyez, comme quoi je fais des amalgames. Peut-être que le bien-être, c'est le bonheur, tout simplement pour vous, mais peut-être que c'est autre chose. Donc, vous pouvez cliquer normalement, vous voyez où je mets mon curseur. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran ou alors scanner avec un téléphone et vous devriez arriver sur une interface où on va vous demander effectivement de répondre à la question suivante. Pour vous, le bien-être, c'est. Donc, prendre un petit temps pour identifier ce qui pour vous se rapporte à la notion de bien-être. Ah, ça y est, je vois apparaître des choses. Je vois apparaître la paix. Quelqu'un qui me dit que le bien-être, c'est un bon état de santé mentale, émotionnelle et physique, voilà, qui n'est pas une absence de, de troubles. Le confort aussi. Je vous afficherai quand j'aurai un peu plus de réponses. Je vous partagerai mon écran pour que vous puissiez voir. Et puis ce nuage de mots, je vous le mettrai également, dans le diaporama que je vous partagerai. Il y a des gens qui m'écrivent aussi dans le chat. Il y a quelqu'un qui met, Caroline qui met, c'est dormir bien. Oui, effectivement, parce que quand on n'a pas bien dormi, on n'est pas dans un très bon état émotionnel. Je ne vois plus rien à nouveau. Ah, voilà. Non, je ne vois pas de nouvelles choses qui apparaissent. Alors, je vais vous partager mon écran et puis... Ah si, je vois. Trouver un équilibre entre mon travail et ma vie personnelle. Oui. Voilà, je vous montre. Voilà, normalement, vous devriez voir mon écran avec ce nuage de mots qui s'est construit petit à petit avec ce que vous m'avez proposé. Avoir la paix. Merci. Oui, Mildred. S'éloigner de temps en temps de son portable, oui. Effectivement, les sollicitations numériques sont parfois bien dérangeantes et peuvent nuire au bien-être, effectivement. Quand on travaille aussi sur écran pendant longtemps, pensez à peut-être un bien-être physique. Pardon. Pensez aussi à un bien-être physique et pensez à bouger, à faire des pauses pour effectivement redonner un petit peu de souplesse à son corps. Alors, donc effectivement, ce que l'on relève enfin ce que l'on identifie, pardon, comme relevant du bien-être, ce sont les conditions essentielles pour évoluer en groupe, pour vivre avec les autres. Et aussi, ce sont des éléments reliés à nos besoins et à nos émotions, comme vous avez pu l'évoquer, par exemple le confort ou bien dormir. Euh, Ça fait référence à ce qu'on appelle les compétences psychosociales, les fameuses CPS. Alors, ici, vous voyez à l'écran, je vais vous laisser quelques instants pour lire cette définition. C'est celle qui est issue du rapport de Santé publique France. Elle était un petit peu longue, un petit peu ardue. Je vous laisse quelques instants pour en prendre connaissance. Donc, cette définition est un peu complexe, mais en fait, si on voulait résumer, on pourrait dire qu'en fait, les compétences psychosociales, c'est la capacité d'un individu à mobiliser un ensemble de ressources pour pouvoir répondre efficacement aux exigences, aux épreuves et maintenir un état de bien-être. C'est également ce qui nous permet d'interagir avec les autres, d'avoir des relations sereines avec les autres.
On parle aussi parfois de compétences du 21e siècle pour ces compétences psychosociales, parce qu'en fait, c'est une notion dont on a pris conscience relativement récemment. Alors, dès 1993, c'est plus si récent, vous allez me dire, l'OMS faisait état de l'importance de ces compétences. Elle en donnait une première classification en 2001. Et puis, en 2015, le ministère de l'Éducation nationale en France s'en empare. Santé publique France fait une enquête en 2021, un premier référentiel. Et puis, l'an dernier encore, le classement a évolué. La classification donc, de ces CPS a évolué en 2025. Donc, les compétences psychosociales, ce schéma, je l'ai reconstitué à partir d'une infographie qui était faite par Santé publique France, justement, et qui montre les 3 types de compétences psychosociales. Les compétences cognitives, les compétences émotionnelles et les compétences sociales. Ce qui est important, c'est de remarquer, parce que ce que j'ai schématisé par les doubles flèches, c'est qu'effectivement, elles sont interreliées, ces compétences psychosociales. Donc, la nouvelle classification, comme je vous disais, elle classe les compétences psychosociales en 3 grandes catégories. Compétences psychosociales cognitives, pardon, je ne suis pas passée sur mon diaporama, excusez-moi. Compétences psychosociales cognitives, compétences psychosociales émotionnelles et compétences psychosociales sociales. Et pour ces 3 catégories, on a en tout 6 CPS générales et après, c'est subdivisé à nouveau en 20 compétences psychosociales spécifiques que vous pourrez retrouver si vous allez sur le site de Santé publique France. Sur la slide précédente, sur la slide de la définition, vous avez un lien en bas qui vous renvoie vers le cadre de référence de Santé publique France. Et donc, ces compétences, voilà, comme elles se répartissent. Je vous ai mis en bas une petite vidéo complémentaire qui en fait s'intitule « Que sont les compétences psychosociales ?» Vous pourrez aller cliquer ultérieurement sur cette vidéo. Et en fait, c'est un docteur en sciences de l'éducation et un inspecteur général qui explique en fait le cadre des compétences psychosociales. Il redonne une définition. Il explique aussi comment ça s'acquiert, comment on les travaille, les enjeux pour un épanouissement professionnel. Alors, ces compétences psychosociales, c'est bien beau de savoir qu'elles existent, mais encore faut-il savoir quels sont les leviers pour les développer. Donc, il faut savoir qu'elles sont déterminées en partie par des facteurs individuels, les fonctions exécutives et également les compétences langagières. Et elles sont aussi dépendantes des facteurs environnementaux et sociaux. Les interactions qu'on a avec les autres, avec sa famille, avec ses amis, l'environnement économique, l'environnement culturel. Il faut aussi penser que ces compétences psychosociales, elles évoluent progressivement. Elles peuvent se renforcer dans le temps par des apprentissages formels et aussi informels, et que le développement, il est possible tout au long de la vie, dès le plus jeune âge, mais également tout au long de la vie. Elles sont transversales, génériques et interdisciplinaires, ces compétences psychosociales, et comme je vous le disais, elles sont interdépendantes. Alors, les enjeux de ce travail sur les compétences psychosociales, les enjeux sont fondamentaux. Ils sont de court, de moyen et de long terme. Et ces compétences sont reconnues aujourd'hui comme un déterminant majeur de la santé, du bien-être, de la réussite éducative et professionnelle. Toutes les études, et principalement celles autour des jeunes, montrent ce que je viens de vous dire, l'importance des compétences psychosociales comme déterminant de la santé et du bien-être. Parce qu'effectivement, en travaillant les compétences psychosociales, on apprend à mieux se connaître, à faire des choix éclairés, à atteindre des objectifs, résoudre des problèmes, réguler ses émotions, accroître sa résilience, communiquer, construire des relations. Et puis, quand on développe ces compétences psychosociales,
ça modifie forcément le rapport qu'on a à soi-même, qu'on a avec les autres et qu'on a aussi aux environnements, l'environnement scolaire par exemple. Ça favorise la réussite, le bien-être et des comportements favorables à la santé physique, mentale et sociale. Alors, ce que l'on va retenir comme des critères de développement des CPS et de leur renforcement. Tout d'abord, c'est identifier l'intention. Ça veut dire se poser la question de l'émotion, par exemple, qui est en jeu dans telle ou telle situation. Si on veut faire travailler les compétences psychosociales aux élèves, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'aspect professionnel, bien-être personnel, vous en tant qu'enseignant, vous en tant que professionnel, mais il y a aussi les compétences psychosociales des élèves qui sont à prendre en compte. Donc, identifier les émotions, et puis si on travaille avec des élèves aussi, réfléchir à bien être explicite, à bien annoncer aux élèves qu'on va travailler aussi sur les compétences psychosociales. Que telle activité, que tel exercice, il nous permet aussi de travailler ces compétences. Retenir que les compétences psychosociales, elles peuvent donc s'acquérir tout au long de la vie et se renforcer, comme je vous le disais dans la diapositive précédente, et par un phénomène de petits pas. Ça sert à pas à grand-chose d'être très ambitieux, en fait. Se dire qu'en fait, on va d'abord prendre connaissance de quelque chose. Par exemple, il existe des techniques pour gérer le stress. On peut avoir cette connaissance. Puis, on va acquérir des compétences. Par exemple, si on travaille sur les techniques de gestion du stress, bien, on va savoir les mettre en œuvre. Et puis enfin, ça va devenir des habitudes, c'est-à-dire que ça va s'automatiser. Alors, ça ne veut pas dire qu'on pratiquera sans prendre conscience de rien, mais ça veut dire que naturellement, on parviendra à réactiver, par exemple, une technique qu'on a travaillée auparavant et qu'on le fera sans effort. Donc voilà, cette idée que les compétences psychosociales, elles se travaillent petit pas après petit pas. Gardez en tête aussi que les compétences psychosociales se développent dans l'expérience vécue, que ça nécessite un engagement dans les interactions familiales et sociales, que ça ne peut pas être que théorique. Également, l'idée que les compétences psychosociales se vivent et s'intègrent corporellement, que le corps est très important, puisque elles sont vécues de l'intérieur et même intégrées à nos cellules. Que les apprentissages qui se vivent au travers du corps sont plus pérennes et c'est particulièrement vrai pour les compétences émotionnelles, sur lesquelles on va s'attarder plus tard. Et enfin, notez aussi l'importance du retour réflexif après l'activité pour renforcer ce qui vient d'être vécu, pour comprendre, voilà, se poser la question, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai ressenti, quelles sont les pensées, les sensations, les émotions qui m'ont traversé, par exemple. Et si on est face à une classe, qu'est-ce que j'ai observé du groupe, ce que j'ai découvert, appris sur moi, etc. Et en fait, ce retour réflexif, il permet de plus être dans l'émotion exclusivement, mais aussi déjà dans une stratégie d'interprétation, de régulation parfois. Aujourd'hui, on va faire un focus plus particulier sur les compétences émotionnelles, puisque c'est celles qui sont liées notamment à la gestion du stress qui nous intéresse aujourd'hui. Premièrement, on va s'intéresser à ce qu'est une émotion. Alors, une émotion, je vous redonne quelques éléments de définition. Une émotion, elle fait écho à une situation interne ou externe. Elle dépend de l'environnement dans lequel on est, mais pas seulement. Une émotion aussi, elle peut naître des paroles, vous savez, la petite voix qu'on a dans la tête, des paroles qu'on a sur soi-même, des pensées qu'on a. C'est une réaction, l'émotion, à un événement, et elle est organisée et elle s'adapte à l'environnement dans lequel on se trouve. Et cette réaction organisée, elle nous met dans un état particulier
qui amène une réponse, en fait, au niveau du système nerveux, au niveau de la capacité à bouger, du ressenti. Il va y avoir différents impacts, puisqu'une émotion, en fait, son objectif, c'est de nous rappeler que on est dans une situation inconfortable en général. Cette émotion, elle va nous permettre, par exemple, d'agir. Euh, si j'ai peur, mon rythme cardiaque va s'accélérer. Du coup, je vais pouvoir être plus rapide pour me sauver, par exemple. Ou au contraire, je vais être un peu tétanisée, mais ça va m'éviter de me précipiter sur le danger. En fait, l'émotion, elle va être destinée à provoquer euh, une réaction chez nous. Et après, l'idée, c'est elle nous alerte sur quelque chose et après, elle nous permet de revenir à un état d'équilibre, un état de bien-être. Ce qui est intéressant de comprendre, en fait, c'est que derrière les émotions, il y a un besoin insatisfait à prendre en considération. Par exemple, derrière la colère, il peut y avoir un besoin d'écoute. Et les émotions, voilà, elles sont là pour nous alerter, pour nous informer. En bas, je viens de vous afficher une petite vidéo qui l'explique de manière assez amusante. C'est une petite chronique, donc voilà, je ne vous engagerai pas forcément à la diffuser devant les élèves, mais elle permet, je trouve, de bien comprendre les émotions comme la tristesse, la colère et la peur, de comprendre pourquoi elles surgissent dans notre quotidien et quels peuvent être justement leur intérêt. Voilà, le parler est un peu familier, donc c'est pour ça que je ne vous engageais pas forcément à la présenter aux élèves, mais moi je la trouve assez parlante sur effectivement le rôle des émotions. Alors, par contre, on va visionner ensemble une autre vidéo qui est un court-métrage. Ce court-métrage, il décrit en fait la contagion de nos émotions, puisqu'on a vu tout à l'heure que les compétences psychosociales, elles étaient interreliées les compétences émotionnelles qu'on va ressentir, enfin les émotions qu'on va ressentir, pardon, elles vont avoir un impact aussi sur nos relations avec les autres. Donc ici, dans ce court-métrage, il est assez puissant parce qu'il présente bien la contagion des émotions, l'impact aussi que peuvent avoir les micro-agressions du quotidien sur le climat social. Alors, je vous la lance et j'espère que vous pourrez bien voir. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, hein. Voilà. Donc moi, c'est un court-métrage que j'aime vraiment bien. Alors, j'espère que Mildred, vous avez pu mieux entendre. On aura une autre vidéo tout à l'heure. Je pense qu'il faut que vous montiez le son sur votre propre ordinateur. Je suis en train de vous chercher le lien pour que vous puissiez le revisionner pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je suis désolée, c'était un lien que je n'avais pas pensé à mettre. Euh, voilà, je peux vous le mettre là. Il est disponible sur YouTube, sinon il est disponible sur ce site aussi. Donc je vous le remets là si jamais vous n'avez pas pu le voir ou si vous souhaitez le revoir ultérieurement. Voilà, donc effectivement, dans ce court-métrage, on voit bien que les interactions avec les autres, elles peuvent être perçues négativement et s'accumuler au fur et à mesure d'une journée. Et puis, à partir du moment où on en prend conscience, on peut aussi décider d'agir et se dire que voilà, nos propres émotions, on va pouvoir aussi transmettre des choses positives aux autres. Voilà, c'est ce qui est symbolisé par ces boules jaunes qu'elle redistribue à la fin. Alors, on va repartir un petit peu sur un tout petit peu de théorie. Je vous promets qu'après, on sera un peu, voilà, on sera peut-être un peu moins théorique. Alors, pour mieux comprendre les compétences émotionnelles, je vous propose un modèle scientifique qui est le modèle de Nicolas Jacques. Il s'articule en fait autour de 5 étapes de développement des compétences émotionnelles qui sont structurantes dans la compréhension des apprentissages aussi que l'on va proposer aux élèves.
Donc, tout d'abord, la première étape, il s'agit d'identifier une émotion, reconnaître une émotion agréable ou désagréable. Ça passe notamment par l'enrichissement du vocabulaire émotionnel, par une capacité aussi à nommer de façon adéquate les émotions, le stress, par une capacité à reconnaître ses émotions, celles des autres, y compris dans le langage non verbal, apprendre à décoder ses propres sensations et puis s'ouvrir donc à cette expérience. Ça, c'est la première étape de développement. La deuxième étape, c'est, une fois qu'on a identifié, comprendre. Comprendre l'origine de nos émotions, les déclencheurs, les causes, les mécanismes, comprendre en fait la nature et la fonction de nos émotions. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, une émotion, en fait, elle est présente parce que c'est un signal, en fait, d'un besoin qui n'est pas satisfait. Donc, être capable, derrière nos émotions, d'identifier nos besoins. Deuxième palier, je dirais, de développement. Une fois qu'on a identifié les émotions, qu'on a compris pourquoi elles se présentaient, être capable de les exprimer. Exprimer ses besoins, exprimer ses émotions. Ça contribue à la communication. Et puis, c'est important donc ce partage des émotions avec les autres parce que ça contribue à la construction des liens affectifs. En fait, là, ce qui est en jeu, c'est la capacité à communiquer et à écouter aussi les émotions exprimées par les autres. Enfin, j'allais dire enfin, non, palier suivant, pardon, réguler ses émotions en fonction du contexte, des objectifs, des besoins, acquérir des techniques de régulation et aussi aider les autres dans cette régulation, c'est-à-dire faire preuve d'empathie. En fait, souvent, c'est l'objectif qu'on vise, notamment avec les élèves. Dans un contexte éducatif, on aimerait bien parfois que les élèves régulent leurs émotions. Sauf que c'est pas possible de réguler si on n'a pas identifié, compris et exprimé. Donc voilà, la régulation, elle permet de revenir à un état d'équilibre, de modifier l'intensité des émotions désagréables, de retrouver un confort et aussi, en fait, c'est la régulation qui permet le respect du fonctionnement en société. Et enfin, apprendre non seulement à réguler ses émotions, mais aussi à les utiliser, puisque comme je vous le disais, les émotions, en fait, elles ont un intérêt qui est de nous dire à tel moment, notre besoin, il n'est pas satisfait, par exemple. Et donc, ces émotions, elles peuvent aussi nous servir de guide pour faire des choix dans la vie. Sans émotion, il n'est pas possible de choisir. Mais si on est submergé par ces émotions, il est aussi difficile de prendre les bonnes décisions. Les personnes qui sont compétentes, en fait, émotionnellement, elles accordent de l'importance aussi à leur ressenti, à leur intuition. Elles l'utilisent comme une source d'information, comme une autre. Et puis, utiliser ces émotions, ça veut aussi dire développer des relations interpersonnelles plus harmonieuses. Plusieurs études montrent qu'en fait, on a plus de chances de motiver durablement les enfants, par exemple, et les amener à faire mieux en les amenant à se sentir fiers d'eux, plutôt qu'en suscitant la peur ou la colère. Donc, bien utiliser ces émotions, c'est aussi se donner la chance d'avoir des relations plus harmonieuses. Alors, s'ouvrir aux émotions et les accueillir, y compris lorsqu'elles sont inconfortables, permet une meilleure identification des émotions et amorce un premier pas vers la régulation des émotions. En fait, prendre conscience de ce qui vous traverse, ça permet déjà de prendre du recul et de réguler. Alors, si on parle du stress, ça permet déjà de réguler le stress, par exemple.
qu'est-ce qu'on a ressenti dans son corps, quelles sont les pensées qui viennent, quelles sont les émotions qui nous parcourent, être capable du coup, de comprendre les besoins qui ne sont pas satisfaits. Et donc, prendre conscience de tout ça, c'est déjà en fait une stratégie de régulation. Il y a même une étude en neuroimagerie qui a montré que quand les personnes nommaient leurs émotions, le niveau de stress diminuait. C'était associé à une baisse de l'activité de l'amygdale, qui est une zone du cerveau impliquée dans les réactions d'anxiété notamment. Alors, c'est la deuxième vidéo que je vais vous diffuser, donc n'hésitez pas à monter le son de votre ordinateur, parce que normalement, comme la vidéo est intégrée au diaporama, en fait, c'est à vous de régler le son. Moi, j'ai le son au maximum, mais normalement, le son ne vient pas de chez moi, il vient de chez vous. Donc, dans cette deuxième vidéo, c'est un sketch note. Donc, le sketch note, c'est une prise de notes un peu imagée. À la fin, on a une planche sur une thématique. Et donc, dans ce sketch note, c'est une docteure en médecine et spécialiste en psychiatrie qui permet qui explique comment reconnaître les signes quotidiens liés au stress, puisqu'effectivement, ici, on s'intéresse plus particulièrement à cette émotion-là. Et éviter donc que ces manifestations liées au stress n'affectent nos pratiques professionnelles et enseignantes. Je vous laisse me dire comme tout à l'heure si vous entendez bien. Voilà, donc effectivement, cette petite vidéo, elle montre quand même l'importance de se préoccuper de la gestion du stress. Alors, qu'est-ce que c'est que la gestion du stress? D'abord, c'est le reconnaître avec les petits signaux dont elle a parlé. C'est toujours garder en tête qu'on est capable d'agir, prendre conscience de sa capacité d'action, s'accorder un temps de recul, ne pas rester dans un stress omniprésent, mais prendre des temps de recul. Et puis, effectivement, c'est être capable de maîtriser des techniques variées qu'on va s'approprier, puis dont on va connaître suffisamment les bienfaits et les manières de les mettre en œuvre, qu'on va pouvoir les utiliser en fonction du contexte dans lequel on se trouve. Donc ça, tout à l'heure, je vous présenterai un certain nombre de techniques relativement faciles à apprendre que vous pourriez mettre en œuvre. Alors, auparavant, on va quand même, puisque je vous disais que c'était important dans la gestion du stress de prendre un temps de recul, en fait, c'est tous ces temps réflexifs dont on parlait, l'importance effectivement des temps réflexifs dans la gestion des émotions. Et donc, sur le stress, je vous invite à prendre en papier avec vous ou à noter sur un support qui vous convient. Par exemple, ce qu'il vous faut, ce qui est important pour vous sentir bien. Quels sont vos besoins? Identifier ce qui peut déclencher votre stress. Dans quelle situation? Quels sont les faits qui peuvent déclencher votre stress? Quand vous êtes dans cet état-là, quelles sont les sensations physiques que vous ressentez? Quelles sont les émotions qui vous traversent? Et puis, peut-être que vous mettez déjà en place des stratégies de régulation pour essayer de faire baisser ce stress. Donc, je vous invite, pendant les 5 minutes qui viennent, à réfléchir à prendre donc ce temps de réflexion sur les moments qui peuvent être stressants pour vous et puis aussi ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Il n'y a pas forcément besoin de le partager, c'est simplement un temps pour vous. Donc là, je vous laisse les 5 minutes de travail sur cette question. Donc voilà, effectivement, j'espère que pendant ces 5 minutes, vous avez pu lister un petit peu vos besoins pour vous sentir bien. Et peut-être que vous avez pu réussir à identifier ce qui pouvait être susceptible de vous stresser. Voilà, je vois Caroline qui nous a écrit dans le chat, un moment de solitude chaque matin, les demandes des collègues, l'irritation, voilà ce qu'elle ressentait. Ah oui, non, alors, pardon. Donc, je reprends. Donc, Caroline, elle a partagé avec nous, voilà, ce qu'il lui faut pour se sentir bien, c'est un moment de solitude chaque matin. Je pensais que c'était un moment de solitude quand elle rencontrait ses collègues. Alors, ce qui déclenchait son stress, les demandes des collègues. Voilà, donc peut-être qu'il faudrait que vous arriviez encore mieux pour vous à identifier
ce qui dans leur demande vous cause du stress? Est-ce que c'est le fait que on vous demande de répondre rapidement, ou est-ce que c'est les demandes en elles-mêmes, ou est-ce que c'est le fait qu'elles soient permanentes? Je ne sais pas. Vous ressentez de l'irritation, et voilà, ce que vous mettez en place comme stratégie de régulation, c'est vous promener dans la nature ou regarder la nature. Bien, vous verrez effectivement que parmi les techniques que je vais vous proposer dans quelques instants, celle-ci en fait partie. Alors, beaucoup de travail à faire, ça vous cause du stress, Véronique. Oui, je comprends. Je crois qu'on est tous dans dans le même cas. Quand on a des échéances qui arrivent, quand effectivement les demandes, des fois, ça accumule tout au même moment et ça peut être stressant parce qu'on ne sait pas à quoi on doit répondre en premier. Et le cerveau est un peu court-circuité. Alors, autre chose qui est quand même important d'évaluer, c'est vous mettez en place des stratégies de régulation. Par exemple, donc, Caroline, elle nous disait que sa stratégie, c'était de se promener dans la nature ou de la contempler. Alors, il faut quand même évaluer si ces stratégies de régulation, elles sont efficaces. Alors, il y a 3 critères. Est-ce que ça réduit réellement les réactions psychocorporelles du stress? Est-ce que c'est bon pour votre santé et votre bien-être? En fait, est-ce que ça vous nuit pas? Puisque il y a certaines tentatives de régulation qui pourraient effectivement être efficaces, mais qui peut-être à long terme sont nocives. Et puis, est-ce que cette stratégie de régulation, elle ne nuit pas non plus aux autres? Donc, voilà, par rapport à ce que vous avez écrit, maintenant je vous laisse encore un petit temps pour évaluer si les stratégies que vous mettez en œuvre, vous avez l'impression qu'elles sont pas du tout efficaces, auquel cas, voilà, 0. 1, c'est-à-dire que bon, elles sont efficaces, mais il y a peut-être mieux. Et ensuite, 2, si elles sont vraiment très efficaces. Ah, super. Effectivement, c'est une bonne technique, la nature, quand même. Alors, Véronique, du coup, vous avez une très bonne stratégie, mais qu'est-ce que c'est? C'est la nature aussi comme Caroline ou c'est une autre stratégie de régulation? Et si aussi. Alors, vous avez des bonnes stratégies de régulation, c'est bien. Vous n'êtes pas désemparé par ce stress. Si vous voulez nous les partager, n'hésitez pas dans le chat à nous dire comment vous arrivez à réguler votre stress de manière efficace. Pour moi, c'est la solution. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends bien, Stécie. J'écoutais ce que vous nous proposiez. Ok. Pour moi, la solution, c'est rester à côté d'un grand masse d'eau, par exemple à côté des océans ou les rivières. Et le son de l'eau qui bouge, c'est un peu relaxant. Ça vous fait du Donc, ça bien. marche très bien. Super. Après, il faut avoir bien à côté pas loin quand on est en état de stress, mais effectivement, la nature, elle a quand même une capacité à nous apaiser, les sons de la nature également. Je vois qu'on a encore Joy et Mildred qui nous écrivent. Mildred, elle va dans un endroit isolé où elle peut pousser un cri ou prendre l'air et prendre l'air. Je ne sais pas, peut-être les deux. Pour évacuer effectivement toute peut-être cette colère ou voilà, tout ce qui est là en elle. Musique douce en se promenant. Ok. Bon, bah, merci pour ces partages en tout cas. Vous verrez que je vais vous en proposer, un certain nombre à partir de maintenant. Donc, je vais vous présenter des techniques de gestion du stress qui sont classées en 3 grandes catégories. Les techniques d'ancrage, les techniques de respiration et puis des techniques de relaxation. Elles sont perméables, en fait, et vous pourrez faire du lien et en utiliser plusieurs à la fois. Elles sont voilà, adaptatives. Gardez en tête qu'il faut du temps pour se les approprier, pour expérimenter aussi ce qui nous convient le mieux. Ce qui convient aux uns ne convient peut-être pas aux autres. Ne pas s'imposer quoi que ce soit et avoir conscience que le processus vers du mieux-être et moins de stress, ça s'installe doucement et progressivement. Donc, je vais vous les présenter de manière assez rapide. Et puis, je vous rappelle que nous aurons un temps d'expérimentation en fin de webinaire. Donc, les premières techniques que je vous présente, ce sont les techniques d'ancrage. Parce que les techniques d'ancrage, elles vont jouer sur la posture.
sur la posture du dos en particulier et de tout le corps plus généralement. Et donc, en permettant de jouer sur la posture, on va acquérir une meilleure stabilité corporelle, une meilleure stabilité mentale. L'ancrage va permettre aussi de respirer de manière plus ample, plus consciente, plus posée, ce qui va avoir aussi un effet sur la voix qui est quand même l'instrument de travail des enseignants. Euh, et cette voix aussi qui est nécessaire pour transmettre l'apaisement aux autres aussi. Poser sa voix pour être ancré soi-même, mais aussi pour créer un- des conditions favorables pour les élèves. Alors, les techniques d'ancrage, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles sont plutôt discrètes, les techniques ni vues ni connues. Alors, première technique d'ancrage, l'ancrage par les pieds. C'est-à-dire que l'on soit assis ou debout, ressentir la plante du pied étalée sur le sol, le pied solide, le pied ancré, enraciné. On peut imaginer, si on visualise bien aussi, on imagine des racines qui se déploient à partir du pied dans le sol. Et c'est une habitude à développer, à renforcer pour revenir à cette sensation d'ancrage des deux pieds qui nous stabilise, qui nous rend solide. Ancrage par la posture de son dos. Revenir aussi à la posture du dos, liée ou non à l'ancrage des pieds. Si on est assis, par exemple, se caler dans son dossier, ressentir la colonne qui s'étire, le dos qui se grandit, garder les épaules relâchées. Et puis, si on est debout, on mettra peut-être l'accent sur l'alignement de tout son corps, tout le long du dos, du sommet de la tête. Voilà, comme si un fil nous tirait à partir du sommet de la tête. Voilà, ces deux techniques physiques. Après, si cela nous convient mieux, j'ai vu que c'était le cas pour certaines d'entre vous, on peut aussi s'appuyer sur des éléments qui sont extérieurs à nous, sur l'environnement. Regarder l'ensemble de la pièce, poser son attention sur des éléments auxquels on ne prête pas attention. Ça peut être des éléments naturels, par exemple, si on observe à travers une fenêtre la nature qui se déploie à côté de nous. Vous voyez, moi, j'ai la chance d'avoir des arbres pas loin, donc je les observe là et c'est très, très agréable. Et enfin, dernière technique, c'est ce qu'on appelle une technique conditionnée. Alors, la technique conditionnée, c'est un micro-geste qui va venir réactiver un état de bien-être et de sérénité que vous aurez installé préalablement dans un endroit calme. Donc chez vous, dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien, que vous soyez assis ou allongé, vous allez vous mettre dans un état dégagé du stress et des tensions, à l'écoute de vos sensations, peut-être avec l'appui d'une technique de respiration, comme je vous en présenterai par la suite. Et quand vous sentez que vous êtes dans un état de bien-être, que vous vous sentez relâché, vous pouvez choisir un petit geste, par exemple de la main ou avec un petit objet, la pression d'un doigt sur les autres, enfin peu importe, un geste qui vous convient. Vous allez prendre quelques instants pour l'installer, ce geste. Et en fait, vous allez associer ce geste, l'idée c'est d'associer ce geste à ce sentiment, à cet état de bien-être dans lequel vous êtes à cet instant-là, de manière à pouvoir le réactiver, le remettre en place dans les situations de la vie quotidienne. Et par exemple, vous pouvez entretenir à chaque fois que vous êtes dans un état de sérénité, vous pouvez refaire ce même geste pour bien l'ancrer comme associé à un état de bien-être. Et au moment de stress, vous allez volontairement choisir de reproduire ce geste pour que votre corps, en fait, se rappelle l'état de bien-être dans lequel vous étiez quand vous aviez créé ce petit réflexe conditionné. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est une technique qui demande à être vraiment travaillée sur le long terme pour pouvoir effectivement s'ancrer. Voilà, il ne suffit pas d'une seule fois. Il va falloir quand même le temps que le corps reconnaisse ce geste comme associé à un état de bien-être. Voilà pour les 4 techniques d'ancrage.
ce qui concerne les techniques de respiration, cette fois-ci, elles sont importantes puisque le fait d'inspirer beaucoup, d'inspirer trop, de pas bien souffler ou alors de souffler trop peu, ça crée des tensions et ces tensions, elles entretiennent le stress. Donc, on prendra toujours le temps de bien s'installer, d'ouvrir la poitrine, de respirer si possible sur l'inspiration et l'expiration par le nez pour pouvoir maîtriser le flux et allonger le souffle. Donc, ces techniques de respiration, elles ont un effet calmant parce qu'elles focalisent l'attention, qu'elles détendent le diaphragme et une fois encore, elles aident au placement de la voix. À nouveau, 4 techniques de respiration. La première qui est la respiration abdominale. Donc là, on va focaliser son attention sur sa respiration et plus particulièrement au niveau du ventre. Sur l'inspiration, le ventre va se gonfler et se dégonfler, se relâcher sur l'expiration. On peut placer ses mains pour mieux sentir. Et pour s'installer plus facilement dans cette respiration, on peut d'abord la pratiquer allongée avant de la pratiquer assise, car dans un premier temps, on va mieux ressentir quand on est allongé. Petit à petit, on va allonger les respirations pour les rendre de plus en plus profondes. Ça, c'est l'étape 1, j'allais dire. Ensuite, dans la respiration synchronisée, on va garder la profondeur et l'amplitude qu'on avait travaillé auparavant, mais cette fois, on va se donner un rythme. En inspirant sur 5 temps et en expirant sur 5 temps. On peut imaginer qu'on visualise une boule qui monte une montagne et qui la redescend sur l'expire. Et elle s'appelle 3-6-5, cette respiration, parce qu'en fait, l'idée, c'est de le faire 3 fois par jour, 6 respirations par minute et compter sur 5 temps. Voilà. Une technique qui, une fois encore, s'installe dans le temps puisque on conseille de pratiquer 3 fois par jour. Dans un second temps, vous pourrez passer à des respirations qui sont rythmées, avec rétention de souffle. C'est le cas, par exemple, de la respiration au carré, qui est la première des 2 respirations rythmées que je vais vous présenter, la deuxième étant la respiration de l'océan. Alors, dans la respiration au carré, on inspire sur 5 temps, on retient le souffle poumon plein sur 5 temps, on expire sur 5 temps, et à nouveau, poumon vide, on retient le souffle 5 temps. Donc ça, on peut le faire sur 4 temps aussi, si on sent que 5, c'est trop long. Et l'idée, c'est de pas forcer, on force jamais, puisque ce serait contre-productif, on installerait des tensions, et au contraire, on cherche à détendre et à atteindre un état où on est plus serein et où on a moins de tension, y compris physique. Donc pour cette respiration carrée, on peut visualiser un carré. Voilà, l'inspiration, la rétention, l'expiration, la rétention. Dernière technique de respiration qui est aussi une respiration rythmée, effectivement, c'est la respiration de l'océan. Donc on inspire sur 4 temps, on fait une rétention sur 1 temps ou 2 simplement, et puis une expiration sur 4 temps. Et il n'y a pas de rétention poumon vide. Voilà une autre méthode de respiration rythmée. À vous de tester, de voir aussi ce qui vous convient le mieux. En fonction de, voilà, ne jamais forcer, surtout, c'est garder cette idée-là. Si vous ne vous sentez pas confortable avec une technique, c'est que soit vous la pratiquez mal, soit elle ne vous convient pas. Et voilà, le but, c'est pas de faire des choses qui soient plus néfastes que positives. Alors, en pratiquant ces techniques d'ancrage et de respiration, vous allez peut-être sentir aussi que vous aurez besoin d'une phase un peu plus longue de relaxation pour clôturer les phases d'ancrage et de respiration. Et voilà, cette phase de relaxation, pardon, vous en profiterez davantage si vous avez pris le temps de vous installer dans votre corps, de respirer. Même si, comme je l'ai déjà dit, toutes les techniques peuvent se vivre indépendamment les unes des autres. Entre les différents moments, voilà, vous pourrez aussi prendre du temps pour vous étirer les bras, les flancs, la nuque. Pensez aussi à détendre les épaules qui sont souvent les trapèzes qui sont souvent tendus.
Voilà. Donc, les techniques de relaxation, elles vont permettre de se détendre, de laisser de côté le stress, les tensions, les fatigues, tout ce dont on ne veut plus à cet instant-là. Je vous conseille de le faire plutôt allongé, mais on peut imaginer de le faire tout à fait assis si vous êtes plus à l'aise. Alors, peut-être que certains font déjà ce type de relaxation avec des bandes audio ou dans un cours, mais on peut aussi tout à fait se guider soi-même et prendre l'habitude, voilà, de le faire régulièrement. Ça peut vraiment rendre autonome dans la gestion du stress. Et plus on pratique, et plus notre corps et notre tête vont enregistrer, et plus rapidement on entrera dans un état de détente. Donc, les techniques de relaxation, elles permettent de focaliser l'attention, de se connecter avec soi, de se détendre et, une fois de plus, de mieux placer sa voix, puisque la voix étant voilà, comment dire, soumise aux tensions et à la respiration. Voilà, toutes les techniques que je vous ai présentées, elles ont une influence sur la voix et je vous rappelle que la voix pour un enseignant, c'est un de ses principaux outils. Alors, 4 techniques que je vous présente à nouveau. Alors, la première, le scan corporel. Donc, c'est-à-dire que pendant cette relaxation, vous allez parcourir toutes les parties de votre corps à votre rythme, partie par partie, en focalisant votre attention et en mettant une intention dans le relâchement. Alors, l'idée, c'est de commencer plutôt par les pieds, les orteils, les voûtes plantaires, etc., les talons, de remonter, chevilles, mollets, bas du dos, milieu du dos. Et vous pouvez continuer cette relaxation par une autre que je vais vous présenter maintenant. Alors, c'est l'imprégnation d'une couleur. Ça fonctionne en général assez bien parce que les couleurs, elles nous parlent en général, on les aime, elles nous font du bien. Donc, l'idée, c'est d'imaginer une grosse tache de couleur au-dessus de nous, la couleur qu'on souhaite, pour répondre aux besoins du moment. Voilà, est-ce qu'on a besoin de vitalité, d'apaisement, de calme? Et voilà, essayez de choisir une couleur qu'on associe à cet état et qui nous inspire. Et donc, imaginez que cette couleur rentre en nous par les narines, remplit nos poumons, et qu'à l'expiration, on laisse cette couleur se diffuser dans toutes les parties de notre corps. On a parlé de la nature tout à l'heure et du bienfait de voir des éléments ou d'entendre des éléments de nature. Donc, en relaxation aussi, on peut imaginer une promenade dans un paysage qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Enfin, en tout cas, un paysage qui nous fait du bien et on imagine la luminosité, les couleurs, tout ce qui compose ce paysage. On se donne la possibilité aussi de le modifier en détail, de focaliser son attention sur les sons, sur par exemple les sensations aussi, le vent dans les cheveux ou sur le visage. Voilà. Et enfin, dernière technique, une relaxation sonore. Donc, se laisser guider par une musique qu'on peut associer à la balade dans le paysage d'ailleurs, ou alors, comme tout à l'heure nous le disait Véronique, je crois, les sons de la nature qui étaient apaisantes pour elle, ou alors certains instruments qui peuvent aussi avoir un effet relaxant. Peut-être que vous connaissez les arbres de pluie, ou les bols chantants, ou les koshis, qui sont différents instruments voilà, qui permettent une relaxation. Alors, j'ai conscience que j'ai été un peu rapide. Il nous reste encore un gros quart d'heure. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter? Sachant que je vous laisserai mon adresse mail à la fin du diaporama. Si jamais des questions vous reviennent par la suite, vous pourrez me les poser par mail. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous propose maintenant le temps d'expérimentation. Alors, pour ce temps d'expérimentation, je vais couper ma caméra pour que vous ne soyez pas perturbés par éventuellement mes gestes. Et puis, voilà, je vous laisse vous installer confortablement, fermez les yeux, vous laissez guider.
Dans ce temps d'expérimentation, j'ai choisi des éléments de la présentation que je viens de vous faire pour vous les faire vivre. Donc, vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou vous allonger avec un coussin ou pas, comme vous le sentez. Alors, pensez, si vous allongez, à prendre un plaid, puisque des fois, quand on se détend, on a froid, on a vite froid. Donc voilà, éventuellement, fermez les yeux, installez-vous confortablement. Il n'y a pas d'obligation à être dans une position ou dans une autre. Je vous invite à poser les mains sur vos genoux ou sur vos cuisses ou bien le long de votre corps si vous êtes allongé. Si vous êtes assis, redressez votre dos et roulez une fois les épaules en arrière. Prenez conscience de votre dos, de votre colonne vertébrale, de sa position dans l'espace. Comment se sent votre dos aujourd'hui? Est-ce que vous ressentez des tensions, des fatigues? Posez-vous juste la question sans juger, simplement pour faire remonter les informations et en prendre conscience. Vous pouvez mettre l'intention d'aller relâcher votre dos en l'étirant doucement. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et à chaque inspiration, votre dos se grandit un peu plus. Et à chaque expiration, vous ressentez votre bassin qui se relâche et qui descend vers le sol. Vous pouvez vous demander aussi dans quelle partie du corps vous ressentez cette respiration. Sentez maintenant votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Se gonfle et qui se dégonfle. Prenez le temps de plusieurs belles respirations abdominales. Votre ventre se gonfle, se dégonfle tranquillement. Vous pouvez sentir le souffle qui monte, le ventre qui se gonfle, la cage thoracique qui s'expanse, votre poitrine qui se soulève légèrement. Et à l'expiration, votre poitrine, votre cage thoracique, votre ventre qui se relâche. Je vous propose maintenant de mettre votre attention dans vos orteils. Sentez vos orteils qui se relâchent. Votre voûte plantaire, votre talon. La voûte plantaire gauche, le talon gauche. La voûte plantaire droite, le talon droit. Sentez vos chevilles. Sentez-les se relâcher. Relâchez les mollets. Relâchez les cuisses. Les hanches. Relâchez le bas de votre dos. Le milieu de votre dos. Le haut de votre dos jusqu'aux épaules. Laissez les épaules se relâcher dans le sol si vous êtes allongé. Mettez maintenant votre attention dans votre bras droit
et sentez-le se relâcher de l'épaule jusqu'au coude, de l'épaule jusqu'au poignet, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Sentez votre paume droite relâchée, les doigts de la main droite bien relâchés. Mettez votre attention dans votre bras gauche et lui aussi, il se relâche de l'épaule jusqu'au coude, de l'épaule jusqu'au poignet, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Sentez votre nuque, laissez-la se détendre, se relâcher, l'arrière de votre tête, le sommet de votre tête, le front. Détendez l'espace entre les deux sourcils, celui qui est souvent froncé. Il se détend, il se relâche. Les tempes, les yeux, les paupières qui se relâchent, qui sont lourdes. Vos joues, votre mâchoire, votre gorge, votre poitrine se relâche également et tout votre abdomen, du ventre jusqu'au bas-ventre. Le bassin se relâche, les cuisses, les genoux, l'avant des jambes, les chevilles et les orteils. Tout votre corps est relâché, complètement relâché. Vous pouvez maintenant choisir une couleur qui vous ferait du bien, celle qui vous fait le plus de bien, dont vous avez besoin. Peut-être le rouge, peut-être le jaune, peut-être le vert, peut-être le bleu. Choisissez la couleur dont vous avez besoin et visualisez-la juste au-dessus de vous, juste au-dessus de votre tête ou au-dessus de votre ventre si vous êtes allongé. À l'inspiration, laissez la couleur entrer par vos narines, remplir vos poumons et à l'expiration, imaginez qu'elle se diffuse, que cette belle couleur se diffuse dans toutes vos cellules, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au sommet de la tête. Vous êtes relâché, vous êtes empli de cette couleur qui vous fait du bien. Et vous vous détendez complètement. Voilà, maintenant, à votre rythme, voilà, je vous laisse reprendre contact avec le monde qui vous entoure. Peut-être vous étirer tranquillement. Ouvrir les yeux quand vous serez prêt. Et revenir tranquillement en face de votre écran pour terminer ensemble ce webinaire. Peut-être qu'il est intéressant aussi pour vous de réévaluer l'état dans lequel vous êtes, comme tout à l'heure on l'avait fait avec le mur des humeurs, sentir peut-être ce qui a changé dans votre corps, voilà, dans votre état d'esprit. Voilà, nous arrivons au terme de ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié ce temps qu'on a passé ensemble. Oh, merci pour le cœur.
J'aimerais bien que... Merci pour les applaudissements aussi. J'aimerais bien revenir avec une petite caméra quand même. Donc effectivement, pour aller plus loin, donc je vous mets sur cette dernière diapositive la page de bien-être en éducation, qui est la page de Réseau Canopé, sur tout ce qui touche le bien-être. Alors pas seulement d'un point de vue professionnel, mais aussi, vous l'avez compris, et je l'ai mentionné à plusieurs reprises, oui, je vais vous donner mon mail après. Voilà, d'un point de vue plus en lien avec les élèves. Du coup, deux pages Canotech. Alors, Canotech, c'est notre plateforme qui héberge non seulement des webinaires, mais aussi des petites vidéos d'experts comme celle que je vous ai mise de Monsieur Marcelier. Il y a des focus qui sont faits sur, voilà, sur des notions. Donc, la page du bien-être professionnel et aussi la page qui concerne le bien-être des élèves. Et peut-être que j'aurai le plaisir de vous recroiser sur un autre webinaire. N'hésitez pas à vous inscrire sur ces plateformes pour suivre voilà, certains de nos webinaires qui sont sur des thématiques plus précises. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à allumer vos micros ou à les poser dans le chat. Et vous voyez que figure sur ce diaporama mon adresse mail. Merci à vous tous. Et n'hésitez pas, donc si vous avez des questions, à me les poser, soit maintenant, soit par mail. Et vous aurez donc l'enregistrement de ce webinaire et le diaporama qui sera mis à votre disposition prochainement. La dernière chose que je veux partager avec vous, c'est l'enquête en fait de satisfaction. Donc si vous avez, n'hésitez pas à vous connecter à cette enquête. Ça prend à peu près 4-5 minutes et ça nous sert à améliorer en fait la qualité des prochaines formations et des prochains webinaires qu'on propose. Voilà, vous trouverez aussi l'adresse d'Ambre qui, elle, est plutôt chargée de la coordination des webinaires notamment pour le projet promotion du français au Kenya. Merci à vous tous. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé vous partager ça et puis lire aussi ce que vous m'avez mis. Je vous souhaite vraiment une très belle fin de journée et puis j'espère que voilà, vous avez trouvé dans ce webinaire des clés, peut-être voilà, des informations qui vous ont éclairé sur les compétences psychosociales, sur la gestion du stress. Euh, et voilà, je vous souhaite vraiment une très belle fin de journée à tous. Et voilà, n'hésitez pas, si vous pouvez rallumer vos micros si vous avez des choses à partager encore. Oui, ça y est, c'était bon, j'entendais. Je ne sais pas qui parlait, Wilfrida, je crois. Ah oui, pour moi, c'est pour vous remercier pour la formation et aussi vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup aussi. Ah, c'est Stacy qui parle. Oui, merci Stacy. Merci pour le webinaire, c'était très enrichissant. Et bonne soirée. Et je vais essayer de faire comme on a fait aujourd'hui au moment du stress. D'accord. Et ben, j'espère en tout cas que ça vous aura, voilà, que ça vous permettra de trouver des techniques de gestion du stress. J'ai conscience que toute la partie présentation est un peu rapide. Et donc, effectivement, le fait que ce soit enregistré, ça va vous permettre d'aller rechercher ces informations. Et puis, j'espère que le temps d'expérimentation, un petit peu court, un petit peu rapide, vous aura permis d'avoir quand même une première impression voilà, de ces techniques. D'accord, merci. Bonne soirée à vous, Stécie. Au revoir. Bonne soirée, Shamanita. Au revoir. Bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Mildred, au revoir.